l'isolement, c'est la mort. C'est la mort. Si tu as des associés, c'est déjà formidable. Mais dans tous les cas, il faut aller chercher des contacts, des opportunités de business, des réseaux. Par moments, ça se transforme même en amitié. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un qu'on voit souvent sur scène, dans les événements, les plateaux, les réseaux, bref, il est partout. Mais là, je vous propose un moment un peu différent, moins institutionnel, plus perso, plus off finalement, avec Sam Damani. Sam, c'est le directeur général de la French Tech de Lille. Et c'est avant tout un engagé, quelqu'un qui connecte, qui pousse les talents et qui croit dur comme fer au potentiel de la tech et l'innovation sur l'île. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Sam Damani. Salut Sam. Salut Laurent, quelle entrée. Bah écoute, il fallait bien ça pour t'accueillir Sam. C'est adorable. Bon, je disais, on te voit partout. On va te voir maintenant sur la Learning Expedition de France et je suis ravi de t'accueillir parce que j'avais envie de sortir un peu du personnage un peu institutionnel que tu représentes, qui est celui de directeur général de la French Tech de Lille. Donc ça me fait plaisir que tu sois là. Bah écoute, merci. Moi aussi ça me fait plaisir et merci pour l'invitation. Alors on me voit peut-être partout, mais c'est surtout le message que je porte qui est important, celui des entrepreneurs incroyables de la tech et de l'innovation que quelque part le mouvement de la French Tech représente et j'en suis un des modestes représentants, caisse de résonance. Alors t'as vu, pour celles et ceux qui peuvent voir cet épisode sur YouTube évidemment, derrière je t'ai mis le petit coq French Tech et puis en arrière je t'ai dit retire-moi ton coq, ton écusson que t'as souvent sur ton costume, parce que j'avais envie qu'on sorte un peu du carcan, pas langue de bois, parce que t'es pas une langue de bois, mais un peu institutionnel, même si on va quand même rentrer un peu dans le détail de la French Tech et de comprendre son utilité. Ça te va comme programme ou pas ? Ça me va super. C'est vrai que quand je mets le coq, c'est plutôt un rôle de représentation institutionnelle. Donc là, je jouerai sur tous les tableaux. Je suis totalement open. Bon, super. Il y a un truc un peu perso, on l'a dit. Moi, on se connaît parce qu'on fréquente à peu près les mêmes réseaux professionnels, entre autres. On pourra aussi parler de ton engagement pour Rock for Life. J'ai appris ça il y a peu de temps et j'étais très fier en fait que tu sois dans ce genre d'événement parce que je me suis dit c'est cool quoi. En vrai, il y a aussi un engagement qui est propre à des causes comme celle-ci et ça m'a fait plaisir de te voir en fait dans cette aventure pour laquelle tu es aussi à l'initiative avec feu Charles Delobel qui malheureusement nous a quittés. Pourquoi t'es rentré dans cette association ? Alors si on commence par Rock for Life, je suis rentré parce que j'ai un super copain, c'est Fabrice Gallo, qui m'a averti de l'état de santé extrêmement compliqué d'un copain que j'avais pas vu depuis très longtemps. Donc Charles Delobel, il était dans l'écosystème de l'innovation de la tech. Donc on se connaissait à cette époque où il bossait pour Orange en tant que directeur de l'innovation et moi j'étais avec ma boîte de jeux vidéo et donc on se croisait et on se parlait, on s'appréciait beaucoup. Et là, il me dit, tu sais, voilà, ça fait quelques années que t'as pas de nouvelles, mais les nouvelles sont pas bonnes. Et on va se fédérer, on est une quinzaine de potes, voilà, pour essayer de trouver des solutions pour combattre cette saloperie de cancer. En plus, c'est un cancer un peu spécifique, primitif, inconnu. On connaît son existence par les métastases et pas par rapport à l'organe touché initialement. Et il me dit, avec l'IA, il y a moyen de trouver, avec un petit dénominateur commun, quel est l'organe principalement touché. Et donc, l'Institut Curie qui est derrière, l'équipe de Sarah Watson est géniale et on va créer une asso et voilà, est-ce que tu veux en faire partie ? Et rapidement, le lendemain, on était dans un groupe WhatsApp, salut tout le monde, on se connaissait très peu, j'en connaissais 3 sur 15. Et c'est devenu une vraie famille. Bon, tant mieux. Je voulais faire ce petit clin d'œil finalement à cette association qui doit perdurer, Rock for Life, et donc tu représentes aussi un peu cette association. Donc merci d'avoir fait cet écho à Rock for Life par ton intermédiaire aussi. Sam, donc je disais, t'es malgré tout un entrepreneur dans l'âme parce que tu l'as un peu évoqué. Finalement, ton aventure avant d'arriver à la French Tech de Lille en tant que DG, elle est peu connue finalement. Tu viens d'où ? Qu'est-ce que t'as fait avant ? Bah écoute, je suis tourquenois à la base. Je suis né à Tourcoing. J'ai fait toute une scolarité et une première partie de vie ici dans les Hauts-de-France. T'es un bon élève ou pas ? Ouais, j'étais plutôt bon élève, plutôt studieux. Ouais, j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire. Et ça aide en école. Ouais. Et j'ai aussi des parents qui te poussent à la curiosité. Tu vois, on a fait de la musique très tôt, très longtemps. Du piano pour ce qui me concerne. J'ai une sœur qui est harpiste, un frangin qui a touché à peu près tous les instruments à vent possibles. Et donc, on est dans un contexte familial assez idéal où la méritocratie est quand même au centre de l'éducation et l'école, donc, il faut travailler pour réussir.
De là, j'ai pu faire des études scientifiques. Ok. Ingénierie télécom, avec des spécialisations assez poussées sur la fibre optique. Et après, j'ai eu une aventure incroyable en tant que salarié d'un très grand groupe d'Amérique du Nord qui s'appelle Nortel Networks. Ok. Nortel. Yeah. C'est vite. Ouais, j'ai été embauché quand je finissais mes études à Londres. Okay. Et les gars ont dit ça t'intéresse de bouger pour nous, tu seras affilié au QG européen, mais tu seras en Scandinavie. Et ça fait quasiment 4 ans de ma vie. Ok, donc t'es parti en Scandinavie 4 ans. Ma première aventure salariale, ça a été expatrié en Scandinavie, d'abord en tant qu'ingénieur et après en tant que diplomat manager à gérer des équipes de techniciens. Ah, trop bien. Et j'étais surtout basé à Stockholm. Trop bien. Et alors du coup, tu peux voir aujourd'hui, j'imagine, la différence entre les pays nordiques et les pays latins comme le nôtre. Ah oui, c'est le monde, c'est le jour et la nuit, quoi. Genre, 2-3 exemples. Un exemple simple, on a des rapports culturels très différents. C'est-à-dire que tu vas pas avoir la même vie, les mêmes échanges dans la vie de tous les jours, dans le métro. Il y a une froideur un peu qui est un peu surprenante au début. C'est moins chaleureux. C'est culturellement différent. Ça peut paraître moins chaleureux, mais derrière, je me suis fait des amis incroyables avec qui, d'ailleurs, je suis encore en contact pour certains d'entre eux. C'est aussi une rigueur, une volonté de travailler, mais aussi la capacité à savoir faire un stop au boulot pour aller après prendre un verre en after work avec les copains. C'est-à-dire que si tu commences à rester tous les soirs après 22 heures au boulot, c'est que t'as mal bossé. Ouais, voilà. Okay. C'est un peu anglo-saxon aussi, ça. C'est très anglo-saxon. Ouais, c'est vrai, même dans la capacité à se faire plaisir et à pas connaître ses limites en consommation d'alcool. Non, c'est incroyable. Donc là, 4 ans à ne pas connaître ses limites en consommation d'alcool pour revenir en France, finalement, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu une belle opportunité avec les déboires de Nortel qui m'a permis de créer ma première boîte comme ça. Voilà. Première boîte dans quoi? J'ai le papa qui voulait que j'achète un appart avec la petite besace qu'on nous offrait pour quitter le navire. Et en fait, c'est une première boîte dans l'audiovisuel, et plus exactement dans la création de vidéoclips pour des chaînes musicales, pour des artistes, pour des labels, etc. Ouais, c'était 2 ans et demi incroyable. Ça n'a pas commencé tout de suite comme ça. En fait, pendant 3 mois, on a voulu faire du court-métrage. Ah oui. Et là, tu t'es dit, oula. Tout le pognon partait par les fenêtres. Et on s'est dit, bon, il n'y a pas de modèle économique. Alors, en tant qu'ingénieur, tu comprends pas forcément la logique business pure. Et donc, tu dis, bon, il y a peut-être quelque chose à faire de mieux avec les compétences qu'on a. Et effectivement, on a commencé à faire du film institutionnel et on a fait du vidéoclip qui était une belle opportunité et qui a cartonné pendant 3 ans et demi. C'est à peu près le même modèle, enfin, à peu près le même modèle économique que celui du podcast, où finalement, si tu vas pas chercher tes parts de marché dans des entreprises qui ont des besoins, tu peux faire autant de production que tu veux. Si t'es pas un média, que t'as pas créé ton audience, ton truc, il reste bas niveau et c'est compliqué. Donc finalement, aller chercher ses parts de marché auprès d'entreprises, c'est effectivement ce que t'as vécu aussi à l'époque quand t'as créé ta boîte, et c'est ce que je vis quand j'ai créé aussi Natif, quoi. Ouais, mais t'as raison, et on va même être un peu plus large. C'est le modèle économique de toutes les industries créatives et culturelles, soit dans l'animation, soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique, dans le jeu vidéo. On en reviendra après. T'as obligatoirement 2 possibilités pour vivre ou survivre. La première, c'est de mettre à disposition tes compétences, donc tu fais de la prestation de service, c'est ce qu'on a fait. Et la deuxième, c'est tu crées une propriété intellectuelle, une marque forte auquel là tu peux t'amuser. On a une belle aventure ici sur le territoire, c'est Ankama, qui a créé Dofus, Wokfu, et donc là par contre t'es libre, c'est vraiment le Saint Graal parce que là tu t'autosuffis, t'es plus là à répondre aux besoins d'un autre, tu réponds à ton propre besoin. Ouais, mais tu vois, parallèlement à ça, j'ai l'impression quand même, il y a eu une phase où l'entrepreneuriat c'était un peu la solution magique, où on disait mais entreprends, vas-y, crée ta boîte, c'est limite virgule, c'est facile, quoi. C'était quand ça? C'était il y a pas si longtemps que ça, où on disait créez votre boîte, vous allez voir, c'est super, il y a les incubateurs partout, on va vous aider. Finalement, on a des boîtes qui ont réussi, mais t'as quand même aussi beaucoup de déchets, beaucoup de déçus. Beaucoup d'échecs, Beaucoup d'échecs. Ouais. Alors, l'échec est l'une des étapes pour le succès. Très bien, mais enfin, bon, c'est aussi des messages qui sont faciles à dire et pas toujours facile à interpréter quand on est les mains dans le cambouis, quoi. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Alors, déjà merci, parce que tu me rajeunis. Je suis un peu plus vieux que ça. À l'époque où... Quel âge tu as, toi? 47. 47. Il y a 15 jours, là. Tu vois, j'ai encore du mal. Vraiment, je dis 46, mais quand j'ai entrepris pour la première fois, il n'y avait pas encore ce message.
L'entrepreneuriat était compliqué, réservé encore à des élites. À des élites. Enfin, il y avait un biais, tu vois. C'était pas forcément pour toi. Et le vrai changement de paradigme, il a eu lieu il y a à peine 15 ans. Et donc, tant mieux qu'on pense que l'entrepreneuriat est facile. C'est pas facile du tout. Mais au moins, ça permet l'audace. Et c'est ça qui, à mon avis, caractérise un entrepreneur, c'est la capacité à oser proposer sa solution à un problème de marché. Et donc, tant mieux qu'on ose, tant mieux qu'on se plante, parce que comme tu viens de le dire, on apprend mieux de ses échecs que de ses succès. Et ça force aussi à l'humilité, au questionnement, à l'observation par rapport à sa concurrence, comment je peux être un peu meilleur que lui, comment je peux répondre différemment à un besoin de client. Et donc, que derrière, il y a toute une structuration avec, tu parles d'incubateurs, mais avant ça, il y avait les BGE, les chambres de commerce, qui ont aussi ce job. C'est de dire, attendez, il y a quand même quelques clés de lecture à avoir, on va essayer de vous les donner. Alors, quand on ouvre une boulangerie, c'est vrai que les clés de lecture, elles sont peut-être accessibles en quelques jours, quelques semaines. Quand on crée dans l'innovation, c'est un peu plus compliqué et c'est pour ça que tu as un foisonnement d'incubateurs, d'accélérateurs dans la tech qui sont apparus il y a 10-15 ans de ça. Dans les Hauts-de-France, on a eu cette chance d'être un tout petit peu plus clairvoyant et c'est arrivé quelques années plus tôt. Néanmoins, c'est vrai que ces incubateurs vont aider un certain nombre de jeunes à mettre un pied à l'étrier pour créer des boîtes. Est-ce que c'est un peu le rôle aussi de la French Tech finalement? Est-ce que là, entre le moment où et tu vas nous expliquer comment tu as basculé finalement de l'entrepreneuriat à aider finalement les entrepreneurs d'une région, mais est-ce que c'est aussi un peu le rôle de la French Tech de faciliter, de passer ces messages de c'est possible, soyez audacieux, allez-y, prenez des risques? Alors clairement, c'est le rôle de la French Tech, c'est même sa raison d'être, et ce depuis le début. Elle a évolué dans son mode opératoire, dans ses actions, dans ses outils aussi, dans sa crédibilité. Par contre, ça a toujours été cette vision. Les incubateurs, c'est pas magique. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est rien d'autre qu'une volonté de répondre à une frustration innée chez une personne qui est porteur de projet. J'ai un problème de marché. Enfin, j'ai un problème. Je trouve pas la solution sur le marché ou celles qui me sont présentées sont pas celles que j'attends. Eh bien, même pas peur. J'y vais. C'est ma solution qui va répondre à mon besoin. Et en plus, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont être contents d'avoir aussi cette même solution. Ils vont payer pour ça. Et donc, c'est rien d'autre qu'une proposition de valeur avec une différenciation. C'est aussi une prise de conscience que on n'est pas seul sur un marché. La notion de concurrence est saine quelque part. Et l'incubateur est là pour pouvoir driver les premiers mois, les premières années. Mais c'est pas l'incubateur qui va faire ton business. L'incubateur, il est là pour essayer d'éviter de tomber dans quelques pièges et aussi de créer de manière un peu ponctuelle et géolocalisée un regroupement avec d'autres entrepreneurs. Mais souvent, on s'enrichit avec l'expérience des autres. Tu sais, c'est ce qu'on appelle la solarité. Quand tu as des enfants, tu leur dis fais ça, ils vont pas forcément le faire. Tu sais, c'est pas fais ce que je dis, fais ce que je veux, c'est surtout fais ce que je fais. Ouais. Et donc c'est par le rôle modèle, l'exemplarité, quoi. Ou aussi l'entraide qu'on va réussir. Et donc ces incubateurs permettent justement de faciliter un peu ces premières phases. Mais ça veut pas dire que tu réussis pas en tant qu'entrepreneur si tu es isolé dans ton garage n'importe où. Évidemment, oui, bien sûr. Et la French Tech, donc c'est à la fois cette volonté de fédérer tout cet écosystème, tu vois, mais c'est aussi de créer une structuration unique pour pouvoir dépasser des leviers, plutôt des barrières institutionnelles à la base. Tu vois, on peut pas dire que la France est le pays qui était le plus facile administrativement parlant. Ouais. Aujourd'hui, on a une bienveillance des administrations qui est juste remarquable. C'est pas non plus le pays qui avait la plus grosse structuration d'un point de vue économique. Aujourd'hui, la French Tech, c'est le premier réseau structuré des boîtes de la tech ou d'innovation au monde, au-delà des Américains. Ça veut dire aussi qu'on a un peu de financement, mais c'est pas ça, c'est vraiment cette capacité à établir un écosystème d'abord de jeunes startups, donc des TPE innovantes, mais aujourd'hui d'entreprises plus matures, qu'on va appeler scale-up, qui, elles, ont d'autres enjeux, celui de devenir leader sur leur marché au niveau mondial. Donc là, notre jeu, c'est comment on fait pour faciliter leur vie sans faire du business à leur place. Alors, faciliter leur vie sans faire du business à leur place, ça nécessite d'avoir des femmes et des hommes leader à la tête de leur activité. Toi qui es partout, dans les réseaux, mais c'est vrai, dans les réseaux institutionnels, sur les événements, dans les boîtes, tout ça, est-ce qu'il y a un profil type, est-ce qu'il y a, tu vois, un dénominateur commun à l'entrepreneur et l'entrepreneuse
voilà, dans les Hauts-de-France ou en France d'ailleurs, c'est quoi les éléments qui font qu'on est un bon ou il y a le bon et le mauvais chasseur, il y a le bon et le mauvais entrepreneur. Ouais, j'ai commencé à te répondre en disant c'est quelqu'un qui est frustré. Ouais, il y a un problème. Mais pas forcément. Je pense que de base. Moi, quand j'ai créé, j'étais pas frustré. J'étais plein d'envie. J'avais envie d'y aller. Allez, go, je vais prendre des parts de marché. J'ai la rage au ventre. Je sens un truc, tu vois. Et l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que tu avais cette volonté de proposer quelque chose que tu trouvais pas. Si tu avais déjà cette satisfaction. Ou une opportunité. Je me disais, il y a un truc à faire. Je sens le truc, j'y vais. Ouais. Donc, il y a cette volonté, en tout cas, d'apporter quelque chose de différent. Ouais. Ok. Il y a donc cette audace qui est un dénominateur commun. Il y a aussi, quelque part, une volonté d'être efficace. Tu vois, je vais pas parler de fainéantise. De la bonne fainéantise, c'est ça, hein, c'est vouloir être plus efficace pour atteindre un même objectif plus rapidement. Bien sûr. Okay. Et je pense qu'on est aussi des doux rêveurs. Et ça, voilà, c'est ces 4 éléments qui, pour moi, constituent un bon entrepreneur. Cette volonté intrinsèque d'être ambitieux, rêveur, audacieux et quelque part généreux, parce que c'est pas du bénévolat, hein, mais c'est surtout de la volonté d'apporter une solution pour améliorer quelque chose. Voilà. Alors, on le disait tout à l'heure, donc on revient juste un peu en arrière là sur effectivement ton expérience entrepreneuriale et la French Tech. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux là pour que tu bascules justement sur cette organisation? D'ailleurs, c'est quoi le statut de la French Tech? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la statut de la French Tech, c'est la French Tech, c'est une marque d'État. Ok, marque d'État. Alors, attends, on y reviendra après. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de l'entrepreneuriat à cette marque d'État? Ok, cette marque d'État, c'est aujourd'hui le regroupement de tous les entrepreneurs. Ça n'a pas été le cas au tout début. Ok, mais quand il y a eu cette bascule où on est devenu en fait une fédération, c'est pas le bon terme, mais en tout cas un écosystème d'entrepreneurs, il y a eu cette volonté ici collégiale, on était une 40aine d'entrepreneurs à se dire il faut que cette marque qui était très institutionnelle, elle soit au service de nos entreprises. Okay. Que ce soit sur le financement de notre croissance, sur l'attractivité des talents, que ce soit sur la visibilité et les opportunités à l'international. Et j'étais à la fin de ma dernière aventure entrepreneuriale, avec des croissances externes qui ont été cédées, avec une belle aventure dans le jeu vidéo qui a été cédée. Et donc on s'est dit à un moment, il faut qu'on se structure pour avoir une voix qui porte. C'est bien d'avoir des opérateurs, hein, des incubateurs, des personnes qui parlent pour nous, mais on a beaucoup de difficultés dans l'entrepreneuriat. C'est, comme on l'a dit, c'est pas simple non plus. Mais la liberté, c'est quand même quelque chose d'essentiel et on est en mesure de pouvoir parler pour nous-mêmes. Et c'est là où la bascule s'est faite, c'est que l'État a décidé, là il y a pratiquement 5 ans, de faire cette bascule de l'institution vers le privé. Donc elle a demandé à tout regroupement d'entrepreneurs qui le souhaitaient de créer des structures associatives, donc privées, qui sont devenues après des délégations de services publics, mais ça reste privé. Le conseil d'administration se doit d'être majoritairement entrepreneurial, 75%. Les 25%, on fait ce qu'on veut en fonction des spécificités territoriales dans toute la France. Et ainsi, on crée un vrai réseau business. Et là, tu changes de la première phase qui était de l'attractivité territoriale, quelque part, qui est très fort au monde entier. En France, on a des têtes bien faites, on a des super solutions innovantes. Venez bosser avec nous, venez acheter nos solutions. À une deuxième phase où c'est maintenant l'attractivité territoriale, c'est un moyen, mais une boîte, c'est avant tout un centre de profit pour faire du chiffre d'affaires. Et pour ça, il y a plein de leviers à actionner. Et on va faire en sorte de faciliter les choses. Et l'entrepreneur, on peut lui faire confiance pour être engagé. Et c'est cet engagement qui m'a plu. C'était un peu rendre quelque chose que j'avais eu moi-même avec tous les différents réseaux, les dispositifs que j'avais moi-même pu bénéficier les années précédentes. Et c'est comme ça que tu as rencontré, en tout cas, des gens qui avaient cette volonté en territoire de faire. Ouais, c'est ça. En fait, un peu comme tu me disais au début, on se connaît depuis quelques années parce que quand on est entrepreneur, on peut pas rester isolé. Mais non. L'isolement, c'est la mort. C'est la mort. Si tu as des associés, c'est déjà formidable. Mais dans tous les cas, il faut aller chercher des contacts, des opportunités de business, des réseaux. Par moments, ça se transforme même en amitié. Mais le fait de rencontrer des personnes qui vivent peu ou prou la même chose que toi, même si c'est pas le même secteur d'activité, ça te renforce aussi dans ta volonté de continuer parce que l'ascenseur émotionnel, l'entrepreneuriat, il est présent.
Il y a des jours où t'es le roi du pétrole, et le lendemain, rien ne va bien. C'est clair. Et ta trésor, elle est pas là, et comment tu payes tes salariés, et là, t'es le roi du pétrole parce que t'as 3 clients qui ont payé au même moment, et donc t'as une trésor pendant 6 mois. Donc il y a toute cette ambiguïté qui fait que si t'es seul, isolé, t'as vite un genou à terre. Et donc c'est parce que on fréquentait ces réseaux d'entrepreneurs très multiples, très divers, c'est pas uniquement dans la tech, qu'on rencontre des gens qui partagent cette même philosophie, cette même envie de représentativité de la voix de ceux qui créent l'emploi, et aussi d'exposer concrètement, de manière très terrienne, les vrais problèmes d'une entreprise. Ouais. Quand t'es donc en mesure de créer French Tech de Lille, c'est quoi les premières actions qui sont mises en place, et comment c'est perçu finalement sur le territoire? Est-ce que tu es perçu finalement comme un concurrent pour des incubateurs, ou au contraire comme quelqu'un qui vient qui vient aider? Alors sur le territoire, parce que la cause commune, elle est quand même l'économie. Il y a 2 réponses en fait à ta question. La première, elle est au niveau national. Ok, la French Tech, c'est une incroyable aventure inattendue, parce qu'une marque d'État, souvent le privé, il va pas forcément se l'approprier, ou pas facilement. Et là, ça a été le cas très vite. Il y a eu un mouvement. Ouais, le mouvement des pigeons, c'est ça? C'est ça. Il y a eu un mouvement des pigeons, là, où on n'a jamais vu des entrepreneurs reprendre se rebeller du temps de faire du business pour aller dans la rue et se rebeller. Il y avait une vraie aberration fiscale à l'époque qui pouvait tuer l'entrepreneuriat, et encore plus l'innovation en France, avec une taxation totalement incongrue sur les dividendes. Maintenant, ça a permis aussi de fédérer et d'identifier, faire une cartographie, de pousser justement à ce que cet écosystème se crée. Voilà, les startups, on a commencé à entendre parler de ce terme. C'était il y a pas longtemps, c'était en 2013. C'est là où, à l'époque aussi, où tu as BPI et la Banque publique d'investissement qui est un acteur central en plus, qui est un de nos bras armés incroyable, qui nous permet justement d'avoir cet investissement et de rassurer les banques classiques qui comprennent pas forcément les modèles économiques dans la tech. Et donc on a ce mouvement-là qui a duré 7-8 ans, et qui a permis justement l'émergence d'incubateurs, etc. Dans les Hauts-de-France, comme je te dis, on avait un problème de riches. Tu vois, on avait un pouvoir d'anticipation très fort qui a permis d'avoir des incubateurs déjà présents et des verticales sectorielles, santé et innovation, industrie créative et culturelle et innovation, numérique. Voilà, qui ont fait que quand la French Tech est arrivée dans sa 2e phase, il n'y avait pas forcément une volonté de se dire on en a besoin. Voilà, donc quand les institutionnels, les politiques ont compris que c'était une sorte de dénominateur commun qui avait qu'une seule ambition, c'était de pousser les jeunes startups à dépasser les grosses problématiques de ces 3 premières années, la vallée de la mort, le besoin de trésor, consolider ses équipes, chercher des clients, et que les entrepreneurs s'impliquaient et venaient plus uniquement prendre. Ça a plutôt été bien perçu. Alors les incubateurs, certains d'entre eux ont vu ça comme une opportunité, d'autres ont vu ça comme effectivement une concurrence. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. D'ailleurs, au sein de la French Tech, c'est pas que des entrepreneurs, c'est aussi tout l'écosystème environnant qui sont adhérents. Et ça, c'est pas une question d'hommes et de relations. Est-ce que, je vais te flatter un peu là, mais est-ce que t'es pas dans cette équation qui fait que t'as compris le truc, et qu'en fait, en vrai, il y a besoin pour l'écosystème de faire rayonner, que c'est une cause un peu commune. Enfin, je sais pas s'il y a un truc à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que je suis sincère dans ma démarche, c'est que on réussira que si on chasse en meute. Voilà, la France est un marché qui ne s'autosuffit pas, contrairement à l'Asie du Sud-Est ou aux États-Unis. Ouais, mais tu parles de chasser en meute. Alors, du coup, chasser en meute, ça veut dire qu'on est en concurrence face à qui? Face à d'autres régions? Face au monde. Oui, ok, mais enfin, face au monde ou face à d'autres régions? C'est marrant parce que tu vois, la bascule de la French Tech entre l'institutionnel et le privé, elle s'est fait parce que justement les métropoles étaient en concurrence. Quand tu vas dans un salon international, t'avais Marseille qui se pensait plus meilleur que Lyon, qui se pensait meilleur que Bordeaux, que Lille, etc. Non, t'as pas vu en France, quoi. Et t'avais pas de cohérence, voilà. Maintenant, tu as une seule tête qui dépasse, effectivement, la France. Et ça suffit même pas encore. Il faudrait quelque part une seule tête qui dépasse, c'est l'Europe. Là, le marché s'autosuffit. Moi, je suis un Européen convaincu. Alors, moi aussi, c'est pas le propos, mais je me dis, tu vois, soyons fiers de nos couleurs, tout ça. Bon, face aux États-Unis, quand même, face à la Chine, franchement, on est des nains ou pas? Mais vraiment.
Retire ton coq. Je te le dis, avec ou sans coq, il y a pas de langue de bois avec moi. C'est très honnêtement, mais on joue pas dans la même cour parce que le marché n'est pas le même. Comment fait-on? Attends, on a un marché européen qui est incroyable. On a un marché mondial. Donc, en fait, notre vrai terrain de jeu, c'est le monde. Ouais, mais quand tu commences uniquement à penser dans ton verre carré près, dans ton petit quartier, c'est mal barré. Oui, mais il faut de l'argent pour ça. Mais il faut de l'ambition d'abord. Oh, putain, il faut de l'argent quand même. Bien sûr, c'est le nerf de la guerre, mais il faut de l'ambition. Il faut d'abord, dans ta tête, c'est pas je pense, je suis, c'est je pense, je deviens. Si tu te forces pas à te dire mon marché c'est le monde et la solution que je crée c'est 90% la même chose qu'elle soit vendue en France, au Brésil ou en Australie, t'as pas compris ton marché. Oui, mais alors attends, moi je vais être un peu provoque avec toi. Comment se fait-il qu'on ait des licornes, je pense à OVH, qui est loin d'être un nain, mais enfin qui fasse au cloud, et plutôt en position, il est pas sur le podium quoi, clairement. Donc c'est aussi en fait pour l'Europe un élément stratégique parce que c'est là où on va pouvoir défendre un peu, comment on appelle ça, notre souveraineté. Merci. Ouais. Néanmoins, c'est hyper difficile et j'ai le sentiment quand même qu'il faut un pognon dingue pour pouvoir faire monter et au-delà du pognon une approche politique serrée quoi, enfin et européenne. Il y a plein de sujets intéressants que tu évoques. Le premier, c'est l'argent, c'est un moyen. C'est rien d'autre qu'un véhicule. Ça, faut le comprendre. C'est comme aller à un point B. Si t'as pas d'argent, tu vas à pied. Ça te prend du temps. Si t'as beaucoup d'argent, t'as le choix entre la Porsche, le jet, ton vélo, enfin, peu importe. En tout cas, c'est le choix. Et effectivement, l'argent, ça te permet d'avoir plus de moyens et donc de performer plus rapidement. Et c'est une course de vitesse, c'est évident. Il n'empêche que ça fait pas tout. Ce qui importe, c'est d'être conscient que son innovation, sa différenciation, elle n'est pas forcément trouvable partout pareil. Et en France, on a la tête bien faite. Il faut savoir qu'on a un réseau d'universités, d'écoles post-bac qui forment des têtes bien faites et en plus qui est accessible. On n'est pas comme aux États-Unis que tu évoques où tu vas t'endetter pendant des dizaines d'années pour pouvoir sortir diplômé d'une grande école. Et donc, c'est ces talents avant tout qu'il faut valoriser, qui créent des entreprises ou qui intègrent des entreprises et qui nous permettent de performer. Et donc, oui, c'est important de se rendre compte que l'entrepreneuriat est difficile, mais la vie est difficile. Par contre, nos compétiteurs ont aussi des difficultés. Ce sont pas les mêmes, mais elles en ont aussi. Donc, il n'y a pas de raison de pas s'identifier comme étant aussi capable d'être sur le podium. Et d'ailleurs, tu me parlais d'OVH et qui n'était pas sur le podium, ça dépend. Il y a combien de marches sur ton podium? S'il y en a 10, il est dedans. Ah oui, d'accord. Ok. Non, mais si on prend les trois, tu vois, les trois clouds. Ouais, tu peux prendre les 8 premiers, c'est des Américains. Ouais, mais il y a aussi cette culture aussi qui a été mise en place peut-être plus tôt aux États-Unis. Il y a aussi des outils qu'on n'a pas encore. On parle du Small Business Act, par exemple, qui contraint les acheteurs publics américains de prendre 25% des prestataires made in America. On n'a pas encore ce type d'outils en France ou en Europe. On y travaille. Ouais. Donc tout ça, ce sont des accélérateurs qui vont nous permettre demain de donner de la confiance. Et c'est la base de tout. Si tu as confiance en toi, en ton produit, en ton équipe, si ton client a confiance à la petite start-up qui a 3-4 ans parce qu'elle répond à son besoin, plutôt que d'aller un peu naïvement prendre une grosse solution existante depuis 10 ans, mais c'est ça qui va faire la différence. Et c'est là où on va transformer ces TPE en PME, ces PME en ETI et ces ETI, j'espère, en grands groupes, en leaders sur des verticales spécialisées. Est-ce que ça concerne pas spécifiquement la deep tech ? Ça concerne absolument tous les secteurs d'activité, pas uniquement la deep tech. Okay. Par contre, la deep tech, alors peut-être préciser ce que c'est quoi la deep tech. La deep tech, c'est clairement une innovation de rupture, une vraie innovation qui est basée souvent sur des actifs académiques, de recherche. Okay, un exemple, on a des exemples comme ça en France ? Ouais, dès que tu vas trouver quelque chose et que tu vas le breveter, que tu vas chercher derrière la R&D à faire une preuve de concept, tu vas chercher après à faire de la production, après à mettre à l'échelle et enfin à commercialiser. Donc on est très bon dans tout ce qui va être la medtech, hein, donc lié à la santé. On va être très bon aussi sur tout ce qui a touché à l'énergie, à la défense. Ouais. Tu vois, dans les Hauts-de-France, on parle de vallée de la batterie connectée. On a il y a Verkor entre autres, qui est même pas né ici, hein, mais qui s'implante ici parce que on a un écosystème qui est incroyable, à la fois industriel et à la fois avec de la haute technologie qui permet justement de faire cette innovation de rupture. Et là,
T'as pas besoin de rougir par rapport à l'international. Par contre, t'as raison, là, il faut des fonds parce que le temps de commercialisation est lent. Ouais, c'est clair. Et donc, pour éviter tout simplement de mourir avant de pouvoir naître, c'est d'alimenter cela. Mais on a un écosystème de financement qui est de plus en plus structuré à ce niveau-là. Donc l'argent, c'est une clé, mais toi, d'après toi, c'est pas forcément la seule clé, c'est aussi l'ambition, c'est aussi la volonté, en tout cas des pouvoirs politiques, à faire passer un certain nombre de réformes, ou en tout cas de faciliter la vie des entrepreneurs, quoi. Voilà, je t'en donne au moins 5 clés. La première, c'est le financement de ta croissance. Ok. Ça, c'est indispensable. On a parlé pour les deep tech, mais pas que. Tu peux être une boîte qui peut même être rentable et t'en as 44% dans la French Tech en France. Okay. C'est pas rien. On le voit plus. T'as 44% des entreprises qui sont rentables. Ouais, des PME innovantes. Qui ont investi, qui sont endettées, qui aujourd'hui sont rentables. Ouais, on a un système mature. C'est ça qui est beau. Au bout de 12 ans, tu vois, on a fait un vrai parcours au sein de notre écosystème en France. C'est de dire, mais comment maintenant je vais un peu plus loin. Et donc, le financement, ça reste difficile. Par contre, il est présent. Les banques suivent plus qu'il y a 10 ans. Ouais. On a BPI qui était un acteur incroyable pour rassurer et consolider le non dilutif, en tout cas limiter le risque. Mais tu as aussi des fonds d'investissement qui sont de plus en plus présents, même régionalisés. On a quelques-uns incroyables ici sur les Hauts-de-France. Je pense à IRD, je pense à Finorpa, Finova, enfin bref. Tu as une deuxième clé, c'est les talents, que je mettrais même en premier. Ouais. Tu fais ce que tu veux, si t'as pas les talents. Tu veux dire les collaborateurs, les collaborateurs, voilà, les femmes, les hommes qui constituent nos entreprises. Et ça, je crois qu'on a une chance, c'est finalement d'être un peu la banlieue parisienne. Je dis toujours qu'on est à côté. C'est plutôt l'inverse, c'est Paris pour moi qui est notre banlieue. Oui, mais tu vois, dans le sens où globalement ils viennent chez nous et c'est parfois plutôt pas mal, quoi. Ouais, je sais pas. Je peux te dire, dans les Hauts-de-France, on a même en métropole lilloise, on a une culture du post-bac incroyable. On a énormément d'écoles de tout type, de tout niveau, de très très bon niveau, que ce soit dans l'ingénierie, dans le commerce, en politique. On a vraiment tout, en journalisme, la meilleure école de journalisme de France est ici à Lille. On a tous les secteurs qui sont représentés dans l'éducation, que ce soit en public ou en privé. L'université de Lille, c'est la première université de France en nombre d'étudiants. Mais tout l'enjeu, c'est qu'ils restent après, quoi. Absolument. Tout l'enjeu, c'est de les garder. Et donc, si tu as ces talents, que tu les gardes et que tu continues à les aider à évoluer dans leurs compétences au sein de ton entreprise pour une cause bien spécifique, un besoin de produire quelque chose de concret, là, tu peux commencer à avoir une véritable entreprise qui commence à marcher sur 2 jambes. Le financement et la bonne équipe sur laquelle t'appuyer. C'est pas tout. Je te le dis, dans la tech, l'actif, il est immatériel pour la plupart du temps. C'est pas forcément du numérique, mais il faut comprendre que notre terrain de jeu, c'est le monde. Et donc, tout de suite, même si t'as pas encore totalement l'argent, t'as quelques leviers, des opportunités qui te permettent d'aller faire des salons à l'international pour aller chercher les clients partout dans le monde. Et ça te donne tout de suite une ampleur et une opportunité de business qui est incroyable. Mais surtout, ça te permet d'être à la vitesse égale de tes compétiteurs qui sont, eux, américains ou asiatiques, qui vont venir aussi sur des plates-bandes avec des solutions à peu près équivalentes. Mais l'être humain, il est fainéant. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pris l'habitude, tu le changes plus facilement. Donc il faut à la fois faire une course de vitesse et une course de fond en même temps pour que l'habitude qui est prise, ce soit la solution que tu proposes. La 4e clé sur 5, c'est ce lien fort avec la recherche appliquée. Voilà, on parlait de deep tech, on peut pas se tirer une balle dans le pied en sacrifiant notre avenir parce que on n'a pas les financements, et le financement de la recherche, c'est du temps long. Donc il faut toujours garder à l'esprit que la recherche d'aujourd'hui, c'est notre compétitivité de demain. Okay. Enfin, derrière le fait qu'une entreprise, c'est un centre de profit, c'est aussi un acteur de la société. Et de plus en plus, et c'est pas du greenwashing. Je sens que tu vas me parler d'impact. C'est l'engagement, c'est l'engagement, l'impact, la résonance avec une mission, une vision, des valeurs qui t'obligent quelque part à prendre en compte en parallèle de cette obligation de faire du chiffre d'affaires que tu peux pas être un margoulin qui fait un hold-up qui pourrit la planète et qui fait comme si après lui le déluge. C'est pas possible. Ça marche plus, t'as raison. Est-ce que ça va marcher un jour, j'en sais rien. Et ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis là, c'est que finalement, j'ai pas le chiffre exact, donc je vais pas m'avancer, mais en tout cas, il y a une majorité de Français qui considèrent l'entreprise comme finalement un lieu rassurant où les choses se posent et se structurent. Donc j'ai le sentiment qu'on a confiance finalement en l'entreprise, parfois beaucoup plus
qu'à la politique où les gens ont un doute, quoi. Donc j'ai l'impression quand même que le temps de l'entreprise aujourd'hui, c'est plutôt positif parce que ça permet quand même de rassurer en tout cas les gens, les salariés. Et ça, c'est plutôt pas mal quand même. Écoute, j'ai pas vu cette étude, mais tant mieux. J'ai envie de te dire tant mieux, et ça me surprend à peine parce que l'entreprise c'est structuré, c'est concret, il y a des process, il y a une volonté de répondre à un besoin. On est sur un bateau, tu vois, qui va dans la même direction. Donc, je peux comprendre qu'il y a un peu ce côté cocon, et donc on est un peu rassuré. Maintenant, ouais, c'est d'économie. Donc, ce qui est intéressant avec la French Tech, c'est que on est soutenu par les politiques, les institutionnels. Mais on est vraiment apolitique. Ça, c'est, ouais. Et ça, mais c'est indispensable. On est presque des opportunistes, dans le bon sens du terme. Il y a le mec de gauche qui propose quelque chose de sympa, le mec de droite qui propose quelque chose de sympa. Tu prends, bien sûr, dans les deux. Ouais, bien sûr. Quelque part, toi, t'as qu'une seule chose à faire, c'est faire en sorte que ton bébé grandisse, ton bébé entreprise grandisse. Donc tant mieux si les collaborateurs se sentent encore plus investis, parce qu'un collaborateur investi, mais c'est une productivité aussi incroyable. Bien sûr. Bien sûr. Un peu plus perso, là, on a fait un grand tour de la French Tech. Et on n'a pas parlé d'IA. On n'a pas parlé d'IA, mais est-ce qu'il faut en parler de l'IA, en fait, en vrai? Un petit peu, en 30 secondes. Ouais, en 30 secondes. L'IA, c'est quand même une vraie opportunité mais pas que de business, hein. C'est un changement aussi de paradigme et d'habitude. Par contre, il y a beaucoup de fantasmes. Moi, je vais rester sur un point très pragmatique. En France, on a les meilleurs talents IA au monde. Ouais, mais alors là, tu me reprovoques. Non, je te provoque pas. L'argent. Je te dis du concret. Oui, mais ça, c'est ta raison. Néanmoins, ces gens partent. Ouais, c'est comme les étudiants lillois qui partent. Ok, c'est pas grave. Tant qu'ils reviennent. Oui, mais faut qu'ils reviennent. Oui, mais faut pas qu'ils reviennent avec, comment dirais-je, tu vois, faut pas qu'ils, c'est comme la Trump qui achète la technologie des drones aux Ukrainiens. Donc, toute cette technologie, elle est achetée, elle est happée. Ouais. Et je trouve, moi, dommage qu'on n'arrive pas, et j'ai pas de solution à apporter par rapport à ça, tu vois. C'est un constat, voilà. C'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à garder nos cerveaux, parce que tu le dis très justement, il y en a plein en France. On est plutôt des gens talentueux, et c'est con, quoi. On n'arrive pas à les garder. Donc, c'est en ça où je parlais tout à l'heure, tu vois, un peu d'argent qui, peut faciliter aussi le retour, en tout cas, le fait de conserver ces gens sur le territoire, quoi. Bon, je sens que le sujet de l'argent, c'est un sujet qui te passionne, et t'as raison, mais c'est pas le seul vecteur d'attractivité. C'est aussi la qualité de vie. On a des prestations sociales, même si elles tendent à être diminuées, mais qui sont quand même présentes. Il y a une solidarité sociale qui est présente. Il y a une vision aussi de la vie qui est très différente. Elle est moins abrupte, isolationniste, voire totalement détachée des uns des autres. On a quand même encore une forme de solidarité. Il y a une qualité aussi d'enseignement, une ouverture aussi à n'importe qui. Il y a un mélange des classes. Il y a beaucoup plus que simplement l'argent. Et je pense sincèrement que les personnes qui partent, elles ont raison de partir si elles pensent qu'il faut qu'elles partent, mais elles ont aussi raison de revenir parce que elles se rendent compte que l'herbe n'est pas forcément tout le temps plus verte ailleurs. Et c'est pas grave, elles reviennent enrichies. Et donc l'intelligence artificielle produit énormément de super cerveaux, de talents qui partent effectivement bosser dans des très grands groupes. Je pense qu'il n'y a pas un directeur IA ou CTO des plus grosses boîtes tech américaines worldwide qui est pas français. Je pense qu'il n'y a pas une où c'est pas un Français qui a la tête. Tu vois pas, toi? Mais ça veut dire aussi que quand les mecs reviennent, et il y en a déjà qui reviennent, ils créent des boîtes, mais qui sont des pépites. Et elles sont pas forcément rachetées. Et après, c'est pas grave si elles sont rachetées. Parce que ça fait des liquidités, et ça permet de recréer, etc. Non, le plus important, c'est que les compétences, elles soient clairement liées à notre écosystème, et c'est un tout. Tu partiras que si t'as vraiment aucune autre solution, ou alors t'as un appel vraiment incroyable qui fait que tu peux pas refuser. Mais si t'as tout à disposition, et c'est ce qu'on essaie de créer avec cet écosystème très large, très pluriel, c'est de dire les avantages de rester sont plus importants que de partir. Ou alors, ils sont tellement importants que tu vas revenir. On a surtout des investissements internationaux c'est pour ça qu'on a eu d'abord un premier summit, l'IA Action Summit. Il y a eu 109 milliards d'investissements annoncés et validés par l'international sur la France. Dont 20 en région métropole. Ouais, t'es bien renseigné. C'est exactement ça. 20 millions rien que pour les Hauts-de-France. 20 milliards, pardon. Ouais. Excuse-moi. Il y a trop de millions. Il y a trop de zéros pour moi. 20 milliards rien que pour les Hauts-de-France sur les 109. Et encore, c'est que le début. Donc ça veut dire que, alors c'est pour les infrastructures, c'est-à-dire qu'on bâtit notre souveraineté de demain. C'est aussi des data centers, mais en plus, je te parlais d'engagement, d'impact, avec une résolution très forte en énergie bas carbone. On essaye de tout concilier. Ça peut paraître un peu fourre-tout, mais ça nous permet aussi d'être conscients
qu'on a qu'une seule planète et qu'on peut pas faire n'importe quoi. N'importe quoi, bien sûr. Et donc on a aussi des réglementations autour de l'IA qui sont des réglementations responsables et pas forcément criminelles par rapport à du business, même si la compétition en face joue pas avec les mêmes règles du jeu. Mais c'est une course de fond aussi, faut pas l'oublier. Bon, on avait bien fait de parler de l'IA finalement, tu vois, en 30 secondes. Un truc plus perso, Sam. Ouais. Le sport dans ta vie, là. J'ai l'impression que ces derniers temps, tu l'as intégré complètement. T'as fondu, t'es en reconstruction musculaire. Tu m'as avoué tout à l'heure que t'avais un coach. Enfin, ouais, c'est vrai. Moi, je me rappelle de toi, il y a encore 3-4 mois, ou peut-être un peu plus, à vrai dire. On va dire 5. 5, ouais. Jamais de la vie que tu me disais, mais non, mais jamais de la vie. Et qu'est-ce qui s'est passé, là? Il y a eu un déclic? Un déclic, ouais. Il y a eu un vrai déclic. Très honnêtement, je suis une famille d'intello. Ouais, donc, on a été épanouis sur tous les niveaux, sauf le sport. Ok. Et on le disait, la solarité, la volonté de transmettre aussi par l'exemple. Bon, j'ai pas eu cet exemple sportif. Okay. Et je me sens pas malheureux pour autant. Et j'étais bien dans ma tête. J'ose espérer que je le suis encore. Et, à un moment, j'ai un copain, chef d'entreprise, pas du tout en la tech d'ailleurs, mais si, qui me dit ouais, Sam, j'ai fait une expérience incroyable il y a quelques années. Je suis parti dans le désert du Sahara. Ouais. C'était en octobre-novembre dernier. Et qui me dit je l'ai fait, mais pas avec les bonnes personnes. J'ai pris les contacts des bédouins sur place. C'est secure. Voilà, c'est une zone qui est assez bien gérée. Les bédouins, les nomades, ils connaissent par cœur. Okay. Et là, j'ai envie de le refaire, mais avec des mecs que j'aime. Et t'en fais partie. Donc ça, c'est le début du truc. Ouais, c'est le début. Voilà. Okay. Et tu dis quoi? Tu dis, c'est quoi? Bah, tu pars 7 jours à marcher, sans connexion. Sans rien. Voilà, t'as pas de réseau. T'as un téléphone satellitaire s'il y a une urgence, quoi. À 2 € la seconde. T'as avoir une vraie urgence. Et si ça te botte, bah, c'est début avril parce que là, les scorpions et les serpents, ils sortent pas encore du sable. Ça te rassure moyen. Et il laisse traîner comme ça. Et en janvier, on est quelques-uns, donc une quinzaine. Il dit, bon, il y en a 5-6 là, vous n'êtes pas vraiment engagés. Maintenant, on va faire une visio et on va trancher. Vous venez pas. Tu faisais partie de ces 5-6 Ouais, bien sûr. Moi, je vais laisser traîner. Je suis un peu les scorpions, les serpents. J'aime bien un peu procrastiner quand je peux. Et donc, le pote, là, il nous fait une visio un dimanche soir. Et il nous dit, voilà, écoutez, il faut se renforcer musculairement parce que c'est 30 bornes par jour. C'est chaud. Non, mais c'est 35 degrés. Alors, il faisait pas très chaud, mais c'est quand même pas mal. Et 7 jours, il faut les tenir, les 2-3 premiers jours à la rigueur. Et là, j'ai eu le déclic en disant, quand j'ai pris mon billet d'avion, que j'ai payé le séjour, quoi. Le séjour, une partie du séjour, et tu te dis, bon, maintenant je me suis engagé, j'y vais. Je suis descendu. Je dis à ma famille, je vais à la salle. Bah, la salle de quoi? À la salle de sport que je paye depuis 1 an et demi pour rien. C'est ça. Et j'y suis allé, mais de manière un peu naïve, en disant est-ce que je vais savoir rentrer, parce que je suis jamais mis les pieds. Et là, quand j'arrive, je me dis je vais marcher, donc je vais prendre sur toutes les machines que je comprends rien, le tapis. Et là, le tapis, je regarde un peu sur les réseaux et je tombe sur 2 ou 3 influenceuses qui disent il faut mettre une pente de 15 degrés, de 12 degrés, marcher à telle vitesse, 30 minutes, 5 km/h. Bon, on va essayer ça. Et je me suis pris au jeu. D'abord en me tenant, et après le lendemain j'y suis retourné et j'ai monté la pente et j'y suis allé comme ça quasiment tous les jours pendant 1 mois et demi. Au bout d'une semaine, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je me fasse accompagner parce que le faire au feeling c'est moyen. Et donc j'ai pris un préparateur mental, un préparateur physique. Ah ouais, total. Ouais. Et un diète. Ok, ah ouais. Alors le préparateur mental, je l'ai vu 1 fois avant de partir. Le préparateur physique 4 fois. À peu près 1 fois par semaine. Et le nutritionniste 2 fois. Okay. La première fois, le mec, il te dit, vas-y, monte sur ma balance à 20 000 balles, prends alors, t'as cette balance avec des bras, et tu les prends, et il te dit tout. Il y a un courant électrique qui passe à travers toi, et il te dit tout. Voilà, ta masse graisseuse, ta graisse viscérale, tes muscles, ton taux d'eau, etc. Et il me dit, voilà, écoute, si tu peux arrêter le sucre, t'arrêtes le sucre. Le matin, petit-déj, c'est plutôt du salé, deux, trois tips, tu vois. Et il dit, on se revoit dans 1 mois. Ok. Pas de grignotage. Alors, tout ce qui va être salé, tu fais attention, le pain, d'être dans 1 mois. Ok. En parallèle, moi, je continue ma salle et le préparateur physique, un mec hors pair.
je peux le citer, hein, c'est Alain Ligné. Ce mec, il a coaché les meilleurs sportifs, dont des champions incroyables. Okay. Il continue d'ailleurs, et le mec il dit ce que tu fais à la salle, c'est du volume pour moi. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ta posture, ton transverse, les muscles profonds. En gros, tu ne blesses pas. Tu te blesses pas. La proprioception, voilà. Okay. Comment savoir se tenir dans l'espace. Okay. Voilà, franchement, une sorte de super expert, quoi. Et qui t'apprend comment ton corps fonctionne quelque part, okay. D'un point de vue musculaire, mais aussi anatomique. Et la première séance était nulle. Je me dis mais là quand je fais mon tapis, je sue, alors que là c'est facile. Puis le lendemain, t'imagines même pas les douleurs partout. Ouais. C'est ça en fait. Et donc il y a cette complémentarité. Travailler les muscles profonds, quoi. Voilà. Ouais. Alors attends, parce que ça c'est de la technique. Ouais. Le nutritionniste, il te dit tu manges ci, tu manges pas ça. C'est ça. Le préparateur physique, il te dit tu te mets comme ci, comme ça. Le préparateur mental, c'est autre chose qui rentre dans ton cerveau. Ouais, il a essayé en tout cas. En tout cas, il a essayé. Ouais. C'est peut-être dur. Hein, ouais, mais alors je sais pas s'il est arrivé, mais qu'est-ce qu'il te dit, qu'est-ce qu'il te fait, à quoi tu repenses. Enfin, tu vois, c'est quoi l'impact que ça peut avoir? Ouais, j'ai été un peu salaud quand je l'ai vu la première fois. J'ai dit, écoute, j'ai pas besoin que tu me rentres dans mon cerveau pour me dire, il faut que tu y ailles, tu vas y arriver. Ouais. J'ai acheté mon billet d'avion, j'irai dans tous les cas. Ouais. Par contre, j'ai analysé le truc par rapport à ce que les copains m'ont dit. Il n'y a pas d'électricité. J'ai pris une batterie rechargeable par l'énergie solaire. Le téléphone, il va me servir à prendre des photos et à écouter de la musique. Donc, en gros, 2-3 heures d'utilisation par jour. Les gens avec qui je vais partir, je les connais pas tous. Je vais sociabiliser les 2-3 premiers jours, mais après, tu vas vite t'isoler. L'appel du désert, l'appel du grand vide. Mais je pense à quoi pendant les 5-6 heures qui restent à marcher? Et donc, tout l'enjeu de cette rencontre, ça a été de définir, de structurer l'esprit, de définir des questions, les bonnes questions à se poser. Tu sais, souvent, quand on se dit, quand tu te poses la bonne question, tu as déjà 50% de ta réponse. C'est marrant ce que tu dis là, parce que je prépare un événement sportif, je vais y arriver, au mois de novembre, qui est la Saint-Élion, 80 km en partant de nuit, à moins 10 degrés, tout ça. Mais je me dis souvent, en fait, qu'est-ce que tu vas chercher? Et j'ai pas de questions à me poser. Tu vois, je me dis pas, j'y vais avec des questions. En revanche, je pense que pendant ces 80 km où je vais en chier, je vais avoir peut-être des questions ou des réponses que j'avais pas imaginées. Et du coup, c'est intéressant ce que tu viens me dire là, parce que ce gars-là, en fait, il te dit quoi? Il te dit, pose-toi les bonnes questions, et c'est ce type de questions que tu dois... Enfin, comment tu fais, en fait? En fait, tout ça fait partie d'une démarche intellectuelle où je me suis dit, parce que je suis quelqu'un qui je suis très empathique. C'est une nature. Et j'ai aussi tendance à vite culpabiliser. Ok. C'est des moteurs qui sont pas forcément c'est les traits de personnalité. Et là, je culpabilise en disant, je vais laisser mon équipe toute seule gérer, parce que t'as compris tous les sujets qu'on traite, qui sont les événements à 360 degrés, avec des problématiques sont très lourdes de chefs d'entreprise qui peuvent voir leur boîte mourir et qu'on doit aider sur d'autres aspects que chercher du business. Bien sûr. Et des événements très lourds avec plusieurs dizaines, centaines de personnes à fédérer, etc. Donc, je dis, pendant 10 jours, non, mais au moins 7 jours, c'est sûr, ils se débrouillent tout seuls. Côté famille, pareil, je les prends en otage, je suis pas là. Ils se débrouillent tout seuls. Bon, ils seront survivre. Les gamins, 8 et 11 ans, t'inquiète pas qu'ils ils espèrent qu'il y a une chose, c'est d'être tranquille. Katia. Et donc, je me dis, mince, à un moment, comment je fais pour ne pas gâcher ce temps avec un corps trop lourd voilà. Et donc, il fallait que je m'affine et je renforce mes muscles, encore une fois, pour pouvoir dépasser le corps comme élément de boulet. Voilà. Par contre, je savais que j'allais pas me trouver facilement les bonnes questions si j'y allais à la wall again. Et j'ai eu besoin de préparer en amont ces questions pour que, quand j'arrive, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, je me pose tout de suite des questions avec des indicateurs de réponse, de mesures très simples, des baromètres de 0 à 10 en disant, attends, je vais t'en donner une très simple, ça va être, est-ce que quand je marche, j'ai une petite voix qui résonne dans ma tête? Oui. Tu vois? La pleine conscience. Voilà. Est-ce que, alors 0, pas du tout. Ouais. Voilà. J'ai personne qui me parle dans ma tête. 10, elle est omniprésente, elle me bouffe tout l'esprit. Ouais. Et sous question, est-ce que elle me dit des choses positives ou négatives? Ah, ok. Et là, tu mets entre 0 et 10, tous les jours. Comme ça, tu vois aussi ton évolution. Donc, en gros, c'est super rapide. Tu gères ton inconscient, quelque part, un peu. C'est un peu ça? Tu gères ton inconscient, tu structures ta pensée, tu te poses des questions qui vont être utiles pour pouvoir, quelque part, revenir un peu plus fort, un peu plus enrichi. Et
peut-être aussi changer certaines mauvaises habitudes. Moi, je suis très adepte du fait qu'on apprendra jusqu'à la fin de sa vie. Tu vois, pour moi, l'apprentissage, la curiosité, c'est des qualités. Il faut être besogneux, il faut pas avoir peur de chercher des réponses. Et donc, si tu fais ça juste dans un défi physique, t'as loupé 50%. Par contre, je suis pas du tout, je suis un vrai pragmatique. Je suis descartien, très concret, très cartésien. Mais en tant qu'agnostique, je me dis, il y a des choses qu'on comprend pas encore. Mais oui, bien sûr. Tu vois, c'est un peu le cul entre deux chaises. Et donc, au moins se poser les bonnes questions. Et pour ça, il faut se préparer. C'est comme un acteur. Le gars, en improvisation, il peut être très bon. Ça veut dire derrière, il y a un boulot de dingue. Il y a un boulot d'entraînement devant son miroir, mais monstrueux. Évidemment. Bon, super, Sam. Merci. On a fait un grand tour en fait de qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu défends, tes activités parallèles, ton engagement avec Rock for Life que j'encourage, auprès duquel j'encourage les gens à s'intéresser également. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Vous me retrouvez où vous voulez. Le plus important, c'est que vous pensez French Tech made in France si vous êtes des acheteurs. Okay. On a un programme qui s'appelle Je choisis la French Tech. Okay. Et ça, c'est fait pour changer les mentalités des acheteurs publics et privés. On peut pas tordre le bras des grands groupes qui veulent acheter ce qu'elles veulent. Ouais. Par contre, il faut les inciter à avoir confiance. Okay. Donc, retrouvez-moi ou pas. Je peux en agacer certains, à en amuser d'autres. Le plus important, c'est pas qui je suis, c'est le message que je porte et que on est beaucoup à porter. J'ai des homologues dans toutes les autres régions. Et je pense que si je devrais conclure sur une note qui m'est vraiment proche, c'est que sky is the limit. Mets-toi pas de limite. C'est le ciel la limite. Tu avances. Faut pas avoir peur. T'avances, tu tomberas, tu te relèveras. Mais le mouvement, c'est la vie. Tu vois. Et c'est parce que t'es en mouvement que tu réussiras à dépasser des limites que tu t'es mis à tort dans ta tête. Et je compléterai par cliver, c'est exister, Sam. Merci à toi, merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao.